Radio sous pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 8 octobre 2024, dont la partie artistique sera consacrée aux Invisibles, la nouvelle exposition qui démarre à la Vache Bleue le vendredi 11 octobre. Une exposition sur les Invisibles, ce sont tous ces petits insectes que l'on ne voit pas à l'œil nu mais qui sont si précieux pour notre planète. Voilà, et nous allons tenter au cours de cette nouvelle émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne entre eux qui en manque pas de foin. Ouais, salut à tous, vous pouvez toujours nous mettre un petit mot à tracaille@orange.fr.
Julia Boutros, Aïbaï. 40 000 et quelques cadavres plus tard. Le 8 octobre 2023, l'hydre de la mort sortait ses 9 têtes pour anéantir l'humanité de Gaza, au prétexte que la veille, 1 millier de colons israéliens soient morts, tués par des résistants palestiniens considérés comme terroristes, ainsi que les Allemands qualifiaient les résistants français au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le terme de résistance tend à désigner spécifiquement un mouvement qui s'oppose à l'occupation d'un pays par des forces étrangères. De la résistance française contre l'occupation allemande et le régime de Vichy, du Vietnam contre l'occupation française puis américaine, et de l'Algérie occupée par la France. Ainsi que tous les pays du monde subissant le joug d'une occupation étrangère. Pour rappel aux malvoyants et malentendants volontaires. Oui, la Palestine subit, du fait d'un diktat de l'ONU, une colonisation outrancière de son territoire par des Européens dits de confession hébraïque, faite de meurtres en série, de villages effacés de la carte, comme en disent les Bignoles, qui jasent sur le pas des portes occidentales. La fuite de 700 à 800 000 Palestiniens chassés de leurs maisons, par la terreur semée par l'embryon de la future armée la plus morale du monde, la Haganah, commandée par d'anciens terroristes juifs hostiles au mandat britannique sur ce territoire, devenu par une sorte de miracle de respectables soldats. Comment une institution créée après la Seconde Guerre mondiale, pour en éviter une troisième, a-t-elle eu cette idée mortifère? Comment? Personne ne s'est rendu compte de cette monstrueuse bévue. Surtout que ce pays, nouveau-né de la sombre connerie humaine, n'a depuis respecté aucun des engagements pris lors de sa sortie du chapeau de l'ONU, dont le retour obligatoire des victimes de la Nakba dans leur maison. On ne compte plus depuis le nombre de violations par les colons sionistes des règles du droit international. Moscou a déconné en attaquant l'Ukraine et aussi sec, l'ire des nations et surtout des USA ravage son économie. Cuba, jadis, a subi la répression des Amerlocs, contrarié de ne plus pouvoir traire la vache à lait cubaine, et subit un blocus historique inhumain. Alors je me sens de dire l'histoire bien mal embouchée de cet enfant handicapé de la tronche qu'est le sionisme. Pas de médecine capable de le soigner, et les monceaux de cadavres gazaouis, pas plus que les millions de tonnes de gravats causés par les bombes américaines, ne feront revenir la paix. L'accumulation de morts forme la jeunesse de ce pays à la haine, pour des temps et des temps que l'histoire est incapable d'écrire. Histoire de bombes, de chars, de mitraillages, de tortures, de viols, d'infanticides, pour les uns inconnus hier, pour les autres connus depuis des millénaires. Les soldats meurent en se battant, les civils en s'abritant. Et quand il n'y a plus d'abri, ils sont écrasés, démembrés, éparpillés façon puzzle, comme l'imageait une réplique culte des tontons flingueurs. Sauf qu'appliqué à la tragédie gazaoui, l'humour noir rit jaune. Victor Hugo n'écrit plus depuis un bail. Son récit sur la mort du peuple gazaoui aurait soulagé notre peine en y mettant le ton juste d'une note d'espoir. Les Misérables en sont l'exemple, d'un bagnard ressuscité par les chandeliers d'argent d'un curé de campagne. Ces derniers sont des disparus et les chandeliers d'argent sont au marché aux puces de Saint-Ouen. N'empêche, Victor Hugo, reviens un temps. Je serre mes petits poings le soir dans mon lit, en y pensant, sans plus d'effet. Je
Je me souviens des leçons d'éducation physique de l'enfance, qu'on écoutait sans ricanement. Elles m'ont, semble-t-il, marqué. J'y ai cru, j'y crois encore. Les hommes vivent libres et égaux, considérés aujourd'hui comme totalement et irrémédiablement obsolètes. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Non, cela ne se chante plus. Mais dans le fond, par-ci compte, cela chantait, pour se débarbouiller de la souillure du temps et du sang des innocents. Avec un peu de savon. J'aime aussi fredonner. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. Les colos, les camps, les randonnées. Et tout à toi, peuple de Gaza, pour dans les siècles des siècles. Une piètre parodie d'un Palestinien juif crevé non pas sous les bombes ou la torture, non, sur 2 planches de bois, clouées, maculées du sang injuste qui croyait se sacrifier pour le monde des hommes et les sauver. Ben non, tout n'a fait qu'empirer depuis. On la glisse en accéléré. Deo gracias. Oui, pour continuer sur tout ce que tu viens de dénoncer, déjà la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le mot terrorisme n'existe pas en droit international. Ça, c'est bien important de le préciser. Et voilà, étant adhérents tous les deux de l'UJFP, on reçoit pas mal de mails et donc il y a toujours plein d'articles intéressants. Et là, je vais revenir sur un article paru dans Orient 21. Je précise, alors, Orient 21 est une revue dont l'éditeur en chef est Alain Grèche. Alain Grèche qui a travaillé longtemps, qui a été rédac chef au Monde diplomatique pendant longtemps et qui est vraiment un spécialiste du Proche-Orient et qui publie régulièrement des livres sur ce qui se passe là-bas. Donc c'est un article là de Mostafa Barghouti et voilà une partie de l'article, c'est la guerre d'Israël contre Gaza qui a commencé le 7 octobre 2023 n'a pas son équivalent dans l'histoire moderne. Depuis un an, Tel Aviv commet 3 crimes de guerre en parallèle, un génocide, la punition collective d'une population civile et un nettoyage ethnique. Au cours de la première année de cette guerre dévastatrice qui s'est étendue, comme on s'y attendait, au Liban voisin, l'armée israélienne a bombardé les 2,2 millions d'habitants de Gaza, vivant sur moins de 360 km² avec plus de 83 000 tonnes d'explosifs, ce qui représente 32 kg d'explosifs par homme, femme ou enfant. Et pour mettre ce chiffre en perspective, 83 000 tonnes représentent 4 fois la puissance explosive de chacune des bombes nucléaires lancées sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, près de 80% des habitations ont été partiellement ou totalement détruites. En Allemagne, seuls 10% des maisons avaient été détruites à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La machine de guerre israélienne a intentionnellement démoli toutes les universités, plus de 70% des écoles, 34 des 36 hôpitaux qui existent, 165 établissements de santé, 80 centres de soins, 137 ambulances, 178 abris, 611 mosquées et les 3 églises de Gaza. 4000 amputations dont 1300 enfants. Un jour de cette guerre brutale et qui semble sans fin, j'ai eu le cœur brisé en voyant à la télévision un enfant de 5 ans qui avait perdu ses 2 mains demander à son papa « Papa, est-ce que mes mains repousseront quand je serai grand ?» Le père, larmes aux yeux, ne pouvait pas dire un mot. Fin septembre 2024, l'armée israélienne avait tué ou blessé 6,5% de la population de Gaza. Si cela s'était produit aux États-Unis, cela signifierait proportionnellement que plus de 20 millions d'Américains ont été tués ou blessés en moins d'1 an. Et surprenant, alors il y a aussi une double page dans Le Monde sur l'emprisonnement à vie de Georges Ibrahim Abdallah. Donc j'ai mis en lien l'article. Et là, effectivement, ce septuagénaire libanais, qui est un militant marxiste pro-palestinien, est détenu en France depuis près de 40 ans pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates en 1982 à Paris. Sa situation, qui a été dénoncée par une partie de la gauche, renvoie à la guerre et l'ombre que se livraient déjà à l'époque Israël et ses ennemis arabes. Et on sait que Georges Ibrahim Abdallah est normalement libérable. Sauf que depuis plus de 15 ans. Je crois. Voilà. Et il faut que le ministre de l'Intérieur signe, et à chaque fois, il refuse de signer. Et là, effectivement... Et c'est pas Retailleau qui va signer. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'il va pouvoir imaginer sortir de prison. Et on voit dans cet article, c'est un homme qui a une force quand même extraordinaire. Il écoute les infos, il répond, il reçoit énormément de courriers, de lettres de soutien. Il répond à chaque personne qui lui écrit.
Et tous les ans à Lannemezan, parce que c'est là-bas qu'il est emprisonné, il y a quand même une grande manifestation pour demander à ce qu'il soit libéré et le soutenir. Il y avait aussi des manifestations à Paris quand justement Darmanin à l'époque devait signer pour sa libération, quoi. Mais là, avec ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, il va pas. Il y a peu d'espoir pour lui de avec sortir. Valls sous les socialistes, Darmanin avec les macronistes, bon, c'est même combat. Et puis Retailleau avec, comment dirais-je, l'extrême droite, le dernier palier avant l'extrême droite, voilà, ça n'a pas non plus favorisé la libération de ce grand bonhomme. Ouais, et il y a toujours alors le mouvement BDS, un boycott des investissements, sanctions, qui ne lâche rien. Moi, je reçois leur bulletin d'information chaque semaine par l'intermédiaire de Jean-Guy. Jean-Guy est quelqu'un d'exceptionnel. Il faut le voir dans les manifs avec ses panneaux. Il est partout. Et j'ai l'impression ça va lui coûter cher en ticket de métro. Hein. Non, mais j'ai surtout l'impression que ça l'use beaucoup. En fait, je crois que ça doit le miner. Il est là, mais on sent qu'il y a quand même une fatigue immense. Et là, c'est la FIFA, en fait, qui doit suspendre Israël de toute compétition internationale. En octobre prochain, le Conseil de la FIFA, donc c'est la Fédération internationale de foot, qui délibérera sur la demande de suspension de la Fédération israélienne de football, formulée par la Palestine et déjà reportée à 2 reprises. C'est une décision historique qui est en jeu. Rappelons que les 211 associations membres ont le devoir de respecter les statuts de la FIFA et l'article 4 les engage fermement à défendre et à promouvoir les droits humains universellement reconnus. Donc la FIFA en 2022 a déjà pris des mesures engageantes en suspendant la Russie des compétitions internationales après l'invasion de l'Ukraine. Donc on attend que ce soit Israël qui soit maintenant visé à son tour. Une info aussi, il y a des camps d'orphelins. Il faut savoir qu'à Gaza, il y a à peu près 1000 camps qui regroupent des orphelins. 1000 camps. Et qui a toujours cette association qui un sourire pour Gaza, en fait, qui organise. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent des enfants qui sont sans parents et qui essayent de leur apporter un peu de joie, c'est un bien grand mot, mais qui les font travailler avec des moyens de dessin, de maquillage et voilà. J'ai mis un lien parce qu'on peut effectivement aussi donner à cette association pour les aider à travailler aussi sur leur niveau de stress. Sur le site des Mutins de Pangée, c'est un site intéressant. Le site des Mutins de Pangée, c'est la plateforme Ciné-Mutin. C'est eux qui nous mettent en ligne des tas de films, souvent des films militants, qui sont aussi producteurs de certains films. Et là, ils ont tout un film, ils ont pas mal de films proposés, dont un film dont Julian Assange. En fait, ils reviennent sur la libération de Julian Assange et ils ont mis en podcast sa première prise de parole depuis sa libération. Donc, il est devant le Conseil de l'Europe. À voir aussi sur ce site la trilogie beyroutine de Jocelyne Saab. Elle revient, elle a filmé le Liban en 1975. Et il y a aussi les 2 films de Simone Bitton, Rachel, qui est le film sur Rachel Corrie, dont on parlait justement par rapport au travail d'Alice Ambrosio. Rachel Corrie qui a été écrasée par un char israélien. Une étudiante américaine. Et le film Mur. Il y a un article aussi, là j'ai vu sur l'Humanité, un article de Gideon Lévy qui a répondu aux journalistes de l'Humanité qui revient sur 7 octobre. Et Gideon Lévy est probablement le seul journaliste en Israël à s'opposer à cette guerre et à nommer les choses précisément. Et ce qui est terrible, c'est qu'il raconte à quel point en fait les Israéliens se moquent complètement des Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils sont sous le traumatisme des morts israéliens qui est entretenu largement. Et là, avec le 7 octobre, on est complètement en immersion là-dedans. Mais en fait, ils disent que les Israéliens n'ont rien à faire du sort des Palestiniens, qu'en fait, ils ont beaucoup moins accès aux images que nous. C'est-à-dire qu'en plus, ils ne les cherchent pas, bien sûr. La chaîne Al Jazeera qui émettait depuis Cisjordanie et qui a été supprimée récemment. Donc il y a peu d'infos vraiment visibles. En plus, on rappelle que les journalistes sont interdits en Israël. Il y a juste les journalistes palestiniens, énormément ont été abattus. 160. Voilà, donc... Gideon Lévy écrit dans Haaretz. Voilà, il écrit dans Haaretz. Et vraiment, là, cet article est intéressant parce lui, en plus, il est quand même... il vit en Israël. Sa famille a été exterminée dans les camps. Je crois qu'il vit en Palestine.
Ah, peut-être, oui, peut-être qu'il vit en Palestine. Il vit en Palestine. Ouais. Et je trouve qu'il garde vraiment la tête froide par rapport à ce qui se passe. Et c'est vraiment un militant pour la Palestine. Et en fait, la seule solution qu'il imagine, si on peut en imaginer une, parce qu'effectivement, il n'y a que le droit international qui pourra peut-être faire avancer les choses. Oui, c'était un petit peu, voilà, comme c'est l'ONU qui a créé cette monstruosité, ça serait peut-être à l'ONU de réparer ces dégâts monstrueux qui se sont abattus sur ce petit territoire depuis 1948. Quoi. Ouais, sauf que Netanyahou a été reçu à l'ONU, même si beaucoup de diplomates se sont... là, c'est un fiasco pour lui. D'ailleurs, il est reparti le soir même alors qu'il devait partir le lendemain. Mais il a quand même été reçu, sachant que... obligatoirement. Oui, mais en fait, il fait un doigt d'honneur quand même à toutes les résolutions. Et c'est pareil, alors Macron vient de faire des déclarations, soi-disant que la France n'exporterait pas d'armes. D'un coup, M. Macron découvre ce qui se passe à Gaza. La France n'exporterait pas d'armes en Israël, ce qui est bien sûr, encore une fois de plus, de l'enfumage. Effectivement, on n'exporte pas des armes telles quelles, mais on exporte toutes les pièces détachées de façon à pouvoir armer Israël avec des armes de pointe. En plus, avec des conditions où ces armes sont des armes pour se défendre. Bon. Oui. Alors là, une fois de plus, on nous trimballe. Avec notre, comment dirais-je, narcissique pervers. Voilà. Et donc, plus près de chez nous, j'ai toujours une mauvaise nouvelle aussi à Chartres. J'ai appris que près de la cathédrale, il y a eu l'abattage de 10 robiniers. Et ça a été fait en pleine nuit, entre 2 et 3 heures du matin, sur la place de la cathédrale de Chartres. Donc, c'est curieux, ces horaires de travail. Voilà, c'est bizarre. Bizarre. Moi, je ne connais pas d'ouvriers qui travaillent normalement à ces heures-là. Ça veut dire quand même qu'ils ne se sentaient pas complètement légitimes à abattre ces arbres. Mais là, on est en pareil. C'est comme à Vincennes. On a une espèce de folie des idylles. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais complètement. Sachant qu'à Chartres, il y avait déjà eu des marronniers centenaires qui avaient été abattus. Moi, je pense qu'on devrait leur mettre des procès sur l'avenir, parce qu'effectivement les gens qui avaient ces arbres devant leurs fenêtres étaient protégés des canicules, de la pollution. Ils vont se retrouver face à une dalle de béton qui aura aucun sens. Et voilà. Non, ça, il y a comme ça des histoires absolument inouïes à propos des arbres. On abat des arbres comme si c'était des ennemis qui allaient nous attaquer lâchement. Un arbre, vous voyez un arbre, est-ce que ça vous fait peur, un arbre, quand on est un citoyen lambda? Est-ce que ça fait peur, un arbre? Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques et les canicules qui arrivent l'été, on sait très bien que c'est sous un arbre qu'on se sent bien, que la température, il y a des mesures qui le prouvent, que la température sur les places où il y a des arbres, elle est nettement inférieure par rapport aux dalles où il n'y a rien du tout. Enfin, c'est quand même complètement enfin, je sais pas, c'est... C'est hors, je sais pas. Oui, non, mais moi, je l'ai déjà dit au cours de nos émissions, et j'ai une tendance à radoter qui s'affirme de jour en jour, mais j'ai fait l'expérience, justement, c'était à Montreuil, à la Croix de Chavaux. C'est une place avec une sculpture plus moche, tu la lises tout de suite, mais enfin bon, il y a une sculpture stalinienne. À Montreuil, tout est stalinien, voilà. Il s'arrange peut-être un peu aujourd'hui, mais bon, le passé est toujours là, bien bétonné. Et je suis passé d'une place au soleil, et je me suis dit, c'est quand même chaud. Hein. Donc j'ai vu qu'il y avait des arbres, je suis allé sous les arbres, et d'un seul coup, j'étais en pleine fraîcheur. Mais c'est quand même dingo, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est ce que me répète Piquet-Couille depuis des mois, des années. Et je l'expérimente maintenant, et bah oui, elle n'avait pas tort, elle avait tout à fait raison. Petite chanson pour les enfants, car c'est ma passion, pour leur faire découvrir un endroit dont on parle moins que le Puy du Fou, et moi je trouvais ça dommage, donc voilà. Quand on est gamin, il y a plein de trucs qu'on n'aime pas. Aller chez le médecin, finir ses petits points.
d'école et pas de haricots verts. Et en plus, c'est au bord de la mer. Un endroit où tes parents ne t'embêtent pas tout le temps. Parce que tu n'as plus de parents, où tu dois pas partager avec tes frères et sœurs, parce que tu n'as plus ni frères ni sœurs. Un endroit où tu peux être dehors toute la journée, parce que ta maison, elle est toute cassée. Et cet endroit, tu peux y rester toute ta vie. De toute façon, il n'y a pas de sortie. Il y a des endroits très kids-friendly, comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis il y a d'autres endroits, comme Gaza. Quand on est petit, souvent on tourne en rond. On ne sait pas quoi faire, on trouve le temps long. Là-bas il y a plein de suspense, on ne s'ennuie jamais. Seras-tu encore vivant à la fin de la journée? Vas-tu trouver de l'eau? Vas-tu retrouver ton bras? Est-ce que demain, l'hôpital sera encore là? On peut jouer à deviner où vont tomber les missiles, ou au Jenga avec les dépouilles des civils. Et s'il y a un autre enfant qui t'embête, y a qu'à attendre qu'il se prenne un obus dans la tête. Pas de quoi se lamenter, non, pas de quoi être triste. Sans doute que dans sa couche, il cachait un terroriste. Il y a des endroits très kids-friendly, comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis il y a d'autres endroits, comme Gaza. Voilà, Guideret, Gaza, oui, oui.